Salut internet, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Deuxième vidéo, deuxième bilan. Promis, je ne ferai pas que ça. Juste là c'est propice au calendrier, au contenu et à ce que j'ai envie de vous montrer. Bilan de quoi? Eh bien bilan de la mi-année, parce qu'on est au mois de juin et qu'il est temps de faire un petit point sur ce que j'ai lu depuis le début de l'année. D'ailleurs, j'ai lu combien de livres? Selon Goodreads, j'ai lu 36 livres depuis le début de l'année, ce qui est pile la moitié de mon challenge, donc c'est parfait puisqu'on est à la moitié de l'année. Je vais essayer de découper cette vidéo en deux, où j'ai devant moi mes lectures favorites, ce que j'ai préféré depuis le début de l'année, et les livres qui m'ont déçu. Pas de lecture hate, parce que ma seule lecture que j'ai détestée, c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara, et que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc on va pas faire de redits. Entamons donc mes lectures préférées. Je vais y aller par ordre chronologique de quand je les ai lus, ce sera plus simple. Le premier, je l'ai lu dans le cadre de mon book club avec mon boulot, qui a été le seul épisode de book club de mon boulot pour l'instant, et c'est L'amant de Marguerite Duras. J'aime beaucoup Marguerite Duras, j'ai lu Hiroshima mon amour quand j'avais 16 ans, et je l'ai relu cette année, donc 10 ans plus tard, et j'ai autant aimé. Il fallait donc que je m'attaque à L'amant, son chef-d'œuvre, son prix Goncourt, le livre dont tout le monde parle quand on parle de Marguerite Duras. J'ai adoré. J'étais la seule de mon book club à adorer, mais c'est pas grave. Je sais que le style est particulier chez Marguerite Duras, et j'entends totalement quand on me dit « moi j'accroche pas, j'aime pas, ça me plaît pas ». J'entends de fou, mais moi justement, c'est son style que j'aime parce que j'ai vraiment l'impression d'être en immersion dans sa tête. J'ai l'impression que vraiment elle me raconte comme si on prenait un café elle et moi, où il y a les digressions, où on fait des parenthèses, on parle d'un sujet, on revient à un autre, et puis il y a toujours une histoire principale qui se suit. Et là, c'est son histoire d'adolescente en Indochine, parce que ses parents étaient immigrés en Indochine dans les années 50, il me semble, et elle est dans une sorte de pensionnat pour filles, et elle rencontre un riche chinois qui a 15 ans de plus qu'elle, parce qu'elle est mineure à ce moment-là, et ils entretiennent une histoire d'amour, d'où le titre L'amant. Mais en vrai de vrai, c'est pas ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est très problématique comme histoire d'amour, c'est pour ça que je vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est toute son histoire de famille, et surtout son histoire avec sa mère. On a plein de va-et-vient dans cette histoire, justement avec ces histoires familiales qui inclut sa mère et ses deux frères. Elle a un grand frère et un petit frère. Le grand frère est absolument détestable. Et le petit frère connaît une fin tragique, même si elle l'adorait, mais c'est un petit frère qui idolâtrait le grand, toujours très compliqué, avec une mère totalement dépassée par ce qui lui arrive en Indochine. Il y a plein d'échos dans ce qu'elle raconte dans Barrage contre le Pacifique, qui est un autre de ses bouquins qui est sorti avant L'amant, que je n'ai pas lu, donc il y a plein de choses qui m'ont échappé, mais ça n'empêche pas d'avoir absolument compris les enjeux de cette famille complètement dysfonctionnelle. Marguerite Duras, elle a vécu l'Indochine un peu comme un fardeau, et elle est partie très très tôt pour rejoindre la France et Paris, etc. Sa mère, elle, a combattu tant bien que mal les causes naturelles d'Indochine, son statut de prof pas terrible là-bas en tant qu'expat, et des frères absolument ingérables, surtout le grand qui avait l'air extrêmement détestable. C'est toute une histoire de vie, Marguerite Duras, c'est tout un style où une fois que vous êtes mis dedans, vous êtes complètement immergé. Première lecture, je dirais pas que c'est un coup de cœur non plus, puisque pour moi Hiroshima mon amour est vraiment très très au-dessus dans mon cœur, même si ça n'a rien à voir. L'amant, c'est un classique à lire, que je ne sais pas si je le relirai, mais je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'en avoir débattu avec mes collègues, parce que vraiment on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires, absolument pas, et vraiment Marguerite Duras a vraiment fait scission où personne n'était d'accord, mais c'est un classique que j'ai lu et que je suis contente d'avoir découvert. Ensuite, on passe à 2 livres de la même autrice. Je triche un peu, mais je suis dans un tunnel avec cette autrice depuis le début de l'année. J'en ai gardé que 2. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais 2, c'est amplement suffisant. Je vous parle évidemment de Annie Ernaux. Annie Ernaux que j'ai découvert justement avec L'autre fille, qui est le premier que j'ai lu, que j'avais dans ma bibliothèque depuis quelques temps, que j'ai acheté un peu parce qu'on m'en parlait et qu'on m'a dit oui, à l'occasion, faut que tu lises Annie Ernaux, tu vas voir, c'est trop cool, ça peut te plaire. Ok, je savais qu'elle était prix Nobel de littérature, j'en avais vaguement entendu parler avec un autre bouquin sur les lumières du supermarché que je n'ai pas encore lu, que j'ai pourtant. Et un après-midi, je m'ennuyais un peu, je me suis dit, écoute, ça c'est tout petit, c'est édité extrêmement gros à l'intérieur, pourquoi pas. Et dans quoi je n'ai pas mis les pieds. Je pense que c'est une révélation comme j'en ai pas encore eu dans ma vie de lectrice, pourtant j'ai beaucoup lu. Annie Ernaux, vraiment, elle m'a complètement chamboulée, et ce récit particulièrement. Dans L'autre fille, on parle donc de l'autre fille qui est sa sœur, qu'elle ne connaît pas, puisque Annie Ernaux a grandi en Normandie dans une famille de commerçants, en pensant être l'aînée jusqu'à l'âge de ses 7-8 ans,
peut-être un peu plus jeune, où elle découvre qu'elle a eu une sœur, justement avec l'intermédiaire de cette photo, qui est une photo de communion ou de baptême, je sais plus, et où elle découvre effectivement qu'elle a eu une autre sœur qui est décédée 4 ou 5 ans avant sa naissance, donc elle n'a vraiment pas connu du tout. Et c'est une longue lettre qu'elle lui écrit justement où elle lui parle de leur relation qui n'existe pas finalement, puisque la sœur d'Annie Ernaux n'est pas là, elles ne se connaissent pas du tout, mais c'est ce fantôme du coup qui l'entoure, qui l'anime un peu quand elle découvre l'existence de cette sœur. La sœur d'Annie Ernaux est morte d'une maladie infantile, vraiment début du XXe siècle, où c'était pas encore ça la médecine, et encore moins chez les enfants. Donc Annie Ernaux, elle a été surprotégée. À chaque fois qu'elle était malade, tout le monde faisait hyper attention à ce qu'elle guérisse. Dès qu'elle tombait, il fallait pas qu'elle soit cassée quelque chose. Enfin vraiment, ça a été un enfant un peu couvé. Et c'est hyper particulier parce que dans toute sa lettre, il y a un peu ce truc d'enfant fantôme qui est tout le temps là, et dont Annie Ernaux n'a pas connaissance au moment où elle vit ça, mais au moment où elle l'écrit, elle voit ça d'un regard extérieur et adulte, et où elle se rend compte effectivement que c'est le fantôme de sa sœur en fait qui est là, qui anime ses parents, dont tout le monde parle de l'autre fille, d'où le titre du livre, qui ne fait pas sens pour Annie Ernaux quand elle est petite, et qui fait d'autant plus sens quand elle grandit. Il y a peut-être plein de photos à l'intérieur, c'est hyper intéressant, où elle a une rétrospective vraiment complète de sa vie d'enfant avec le fantôme de cette sœur. Je pense que ça peut faire écho à plein de gens, et c'est tout le problème en fait de l'écriture de Annie Ernaux, c'est que ça peut faire écho à plein de gens, parce que justement on a tous un peu ce membre de la famille qu'on connaît pas, qu'on sait qu'il existe mais c'est un peu flou, ou encore plus des membres de la famille dont tout le monde autour de nous parle mais qu'on n'a jamais rencontré, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne rencontrera peut-être jamais si cette personne est décédée. Et là c'est vraiment le cas avec Annie Ernaux, parce que du coup elle est fille unique, mais en fait pas vraiment. C'est trop particulier comme récit, et vraiment je me suis laissée emporter par ce style qui est qui a l'air hyper simple. Elle a vraiment des tournures de phrases et des mots très faciles, qu'on a l'impression que c'est hyper facile pour elle d'écrire et de raconter. Mais en fait, c'est justement dans toute cette simplicité qu'elle transmet plein de trucs. Et voilà, je vais pas rester 100 000 ans sur celui-là parce que j'en ai un autre à vous présenter. Mais l'autre fille, c'est le premier que j'ai lu. Et c'est une trop bonne porte d'entrée, je pense. Rétrospectivement, après en avoir lu plusieurs, je pense que c'est une bonne porte d'entrée si vous voulez commencer à lire Annie Ernaux. L'autre bouquin d'Annie Ernaux dont j'ai très envie de vous parler, c'est Mémoire de fille, qui là m'a totalement chamboulée. Je n'ai pas d'autres mots, ça m'a complètement renversée. C'est notamment un tout petit paragraphe en introduction qui m'a déjà fait rentrer dans l'histoire avant même que ça ait commencé, et qui m'a déjà fait tomber amoureuse, alors que l'histoire, je connaissais même pas ce qui allait se passer. Un été immense comme ils le sont tous jusqu'à 25 ans, avant de se raccourcir en petits étés de plus en plus rapides, dont la mémoire brouille l'ordre, ne laissant subsister que des étés spectaculaires de sécheresse et de canicule. L'été 1958. Ça, c'est l'introduction, le passage d'introduction de ce qui va nous arriver avec Annie Ernaux, qui, à l'été de ses 18 ou 20 ans, je sais plus, part comme monitrice de colo dans le sud de la France, avec donc des enfants et d'autres moniteurs de colo. Somme toute très basique, il y a sûrement plein de gens qui l'ont déjà fait. Annie Ernaux, qui, comme dans tous ses récits, va nous parler de plein de choses complètement anecdotiques, mais qui, dans le grand schéma de son histoire, en fait, vont résonner chez tout le monde. Je pense que c'est impossible de ne pas résonner avec quelque chose d'Annie Ernaux. Et là, c'est pour moi cette histoire d'attachement à un homme plus vieux, puisqu'elle tombe amoureuse d'un de ses moniteurs de colo avec qui elle travaille plus ou moins. Parce qu'elle, c'est sa première colo, donc elle connaît personne. Eux, ils se connaissent tous. Et il y a cet homme qu'elle ne nomme pas, je crois pas qu'elle le nomme, qui incarne en fait plein de ses fantasmes et plein de choses chez elle qui du coup animent sa sexualité, etc. Et c'est plein d'enchaînements de scènes, de tentatives de séduction, d'éloignement, d'incompréhension, de questionnement en tant que jeune femme par rapport à un homme plus vieux qui a l'air de n'avoir rien à faire d'elle, mais où elle se sent un peu particulière à ses yeux. En fait, c'est indescriptible quand il faut parler d'un livre d'Annie Ernaux, autre que... En fait, c'est toutes ces petites choses anecdotiques qui vont faire que vous allez vous en souvenir, que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de cette histoire, ou de ce style vraiment très particulier. Mémoire de fille, en étant une jeune femme, ça appelle à plein de souvenirs qu'on a et à plein de choses qu'on a ressenties au début de notre vie, parce que là Annie Ernaux elle est pas vieille quand elle vit l'été 58, donc c'est plein de choses mises bout à bout qui font écho à plein de choses que vous avez vécues ou plus ou moins long terme. Et étonnamment, la chose qui résonne le plus en moi quand je pense à ce bouquin, c'est la deuxième partie où elle veut s'enfuir avec une de ses copines en Angleterre, qu'elle fait, alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, j'ai jamais eu envie de le faire, mais étonnamment quand je pense à ce bouquin-là, c'est vraiment ce qui me marque en fait, et je pense que c'est des choses en introspection
qui, quand vous en parlez au fur et à mesure du temps, s'éclaircissent. Parce qu'au début, moi, je parlais vraiment de cette relation extrêmement bizarre entre elle et le moniteur de colo. Et en fait, là, quand j'ai commencé à vouloir vous en parler, j'ai parlé tout de suite de son passage en Angleterre. Donc, récit très personnel. Je sais que j'ai des amis qui rapprochent ça un peu à Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, que je n'ai pas lu. Énorme coup de cœur pour ce bouquin-là. Ça m'a, complètement retourné. J'ai mis très longtemps à le lire, celui-là, alors que il est pas très long. Mais j'avais envie de le dévorer petit à petit, de manger des petits bouts à petits bouts. Et c'est souvent ça, avec Annie Ernaux. Des bouquins de 30 pages, vous allez les faire durer très 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 longtemps parce que vous avez vraiment pas envie que ça s'arrête. Et là, j'avais pas envie que ça s'arrête, on était 58. Je vous garde le meilleur pour la fin, je vais vous parler d'une BD que j'ai lue très très récemment, mais que je mets déjà très très haut dans mon coup de cœur de l'année. Cette BD, c'est Sibylline de Sixtine Dano. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux littéraires, hein, tout le monde en a parlé, même à Angoulême, etc. Déjà, le sous-titre est assez évocateur et c'est peut-être pour ça qu'on en a parlé, puisqu'il est sous-titré Chronique d'une escort girl. Voilà, pas un sujet extrêmement réjouissant à première vue, c'est pas forcément le sujet qui m'a attirée. C'est le dessin que moi je trouvais sublime, que quand je l'ai feuilleté je trouvais ça absolument magnifique, et effectivement c'est le dessin qui m'a le plus touchée je pense, mais cette histoire aussi est tellement particulière. On suit donc Raphaël qui aménage à Paris pour faire des études d'archi, la chambre de bonne, l'achat du matériel, l'inscription à la fac, tout ça, et qui se rend vite compte que la vie coûte cher et que avec tout son matériel dont elle va avoir besoin, ça va être un peu compliqué de tenir le coup. Elle commence donc à faire des petits boulots, elle devient serveuse dans un bar à côté de son école, elle rencontre un garçon qui lui enchaîne pareil les petits boulots pour vivre. Un jour on lui soumet l'idée, ou je sais plus comment c'est abordé, c'est très succinct, de faire de l'escorting. Et malheureusement pour Raphaël, d'une manière absolument anecdotique, elle devient escorte. Voilà, elle s'inscrit sur un site d'escorting, elle s'invente un pseudonyme qui est donc Sibylline, qui est un peu son alter ego sexuel, et elle gagne de l'argent comme ça. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que pour le coup j'ai vu des séries et vu des films qui traitent de ce sujet-là, et j'ai lu d'autres livres aussi d'ailleurs. Jeanne et Jolie, qui est un film que j'ai vu beaucoup trop jeune je pense, qui a une espèce de glamourisation bizarre, un peu malsaine de sa personnage principale, et qui est aussi une lycéenne qui fait de la prostitution, elle je pense carrément. Et je pense à, dans un tout autre registre, Reprendre corps de Deborah Coste, qui est très très graphique et qui est très très dérangeant sur certains aspects que moi je n'ai pas du tout aimé. Là, on sent que Raphaël, elle kiffe pas quand même, et que vraiment elle a envie d'avoir une vie d'ado normale avec son amoureux, ses copains, sa fac, ses cours d'archi, etc. Mais qu'elle est un peu contrainte à ça. Et en sous-texte évidemment on a toutes les difficultés financières des étudiants, parce qu'on le sait tous que être étudiant c'est pas la meilleure période financière, et donc justement quand on fait des études d'archi ou des études qui impliquent beaucoup de matériel, c'est très compliqué de joindre les deux bouts, de manger et de se vêtir et de faire des activités et étudier. Mais dans Sibylline, il y a une grande part à l'amitié qui est là, et il y a une grande part à la pudeur étonnamment. Il y a plein de scènes hyper évocatrices, mais qui dans le dessin sont hyper doux et hyper beau et hyper triste, et vraiment c'est hyper touchant comme histoire, comme dessin, comme style, comme BD. Je vais vraiment la poser parce que c'est vraiment extrêmement lourd. C'est pour toutes ces raisons que j'ai énormément apprécié Sibylline. Je l'ai lu très très vite, j'ai dû la lire en 2 heures de temps, vraiment d'une traite, mais en fait le dessin était tellement beau que j'avais envie de m'arrêter toutes les 5 minutes pour regarder la case, tellement c'était sublime. Elle a un amoureux, Julien, au début du bouquin, qui est une petite crème, et elle a du coup sa meilleure amie qu'elle rencontre à l'école qui participe un peu à son projet d'escorting. Enfin, projet, c'est très très mal expliqué. Je trouve que ça sort du côté et très fantasmé et très glauque, très graphique de l'escorting, avec un œil très bienveillant, et c'est très doux. Donc, je peux que vous la recommander. Last but not least, dans mes lectures préférées de l'année, si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, vous êtes sûrement déjà prêt pour ce que je vais vous raconter. Pour ceux qui me découvrent, je suis tombée complètement folle de ce bouquin. Je vous parle donc de Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Petit contexte sur ce bouquin, j'en ai entendu parler, mais déjà depuis tellement longtemps sur les réseaux littéraires, parce que les Américaines et les Britanniques n'ont que ça à la bouche depuis 1 an et demi ou 2. Et vraiment, quand j'ai appris que c'était une autrice française, j'étais dégoûtée de pas le trouver, ou alors de le trouver dans une édition de poche mal éditée d'il y a très 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 longtemps. Donc,
pas top. Je désespérais de le trouver en français jusqu'à ce que Stock annonce la réédition qui est sortie au mois d'avril, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse en avance. Autant vous dire que je m'attendais à aimer, mais que je ne m'attendais pas à autant aimer. Tout l'intérêt de ce bouquin est dans l'histoire, donc je vais vous faire un grand résumé, mais sachez que ce que je vous résume ne fait pas du tout honneur au bouquin. Dans ce bouquin-là, nous suivons donc une héroïne qui n'a pas de prénom et qui n'en aura jamais, qui vit avec 39 autres femmes de tous âges différents dans une espèce de grande prison. On ne sait pas où. Vous allez me dire, mais pourquoi elles sont là ? Eh bien, on ne sait pas. Elles non plus ne savent pas. Et c'est là, en fait, tout le départ de cette intrigue. C'est ces 40 femmes enfermées qui n'ont pas le droit au contact physique, qui sont vêtues un peu comme elles peuvent, avec des chiffons la plupart du temps, qui ont des âges absolument différents. Notre héroïne, c'est la plus jeune, et toutes ont des souvenirs de leur vie d'avant, mais pas notre héroïne. Notre héroïne, elle n'a que la cage, elles appellent ça la cage, comme souvenir, et en fait, elle est vraiment frustrée quand les autres parlent de plein de choses de la vie qu'elle ne connaît pas et qu'elles ne veulent pas lui apprendre. Donc on les suit pendant un long moment avec leur quotidien et avec l'intelligence de notre héroïne de essayer de traquer les quelques gardes qui sont là, qui sont les rares hommes qu'elle voit. Ils sont 3 différents, ils ne leur parlent pas, ils ne les regardent pas, ils leur donnent à manger, ils les surveillent et c'est tout. Elles développent toutes plus ou moins un peu des stratagèmes pour survivre. Et un jour, y a une alarme qui retentit et les hommes fuient et la cage s'ouvre. Pour certains, j'en aurais déjà trop dit. Moi, je pense que je vous ai suffisamment donné l'eau à la bouche pour pouvoir le lire. Sachez qu'au moment où cette cage s'ouvre, il y a un autre récit qui s'ouvre et c'est extraordinaire. Pour vous donner les grands thèmes, parce que j'ai quand même vraiment envie de vous en parler, mais je peux pas développer plus, sinon vraiment vous n'aurez pas d'intérêt à le lire. C'est un espèce de grand roman d'apprentissage, un peu science-fictionnel, et d'une sororité énorme. J'aime vraiment beaucoup trop ce bouquin, j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas vous en parler sans vous spoiler, parce que vraiment vous raconter ce qui se passe ensuite, ça vous gâcherait tout le plaisir de le découvrir. En tout cas, je l'ai recommandé à énormément de monde. Et quand je vois les gens sur Instagram qui m'envoient des photos en me disant « Je l'ai acheté à cause de toi, j'ai trop aimé, je l'ai acheté à cause de toi, je suis trop frustrée parce que du coup, j'ai trop de questions. » Moi aussi. Mais je suis vraiment trop contente que vous le lisiez et je suis vraiment trop contente qu'il ait enfin ses lettres de noblesse et j'espère qu'il gagnera encore en popularité et qu'on continuera d'en parler parce que c'est extraordinaire ce que Jacqueline Hartmann a fait là-dedans. Je sais que je le relirai, je vais pas le relire tout de suite, mais je suis passée par toutes les émotions et j'ai vraiment eu l'impression qu'un bulldozer m'est passé dessus une fois que j'ai fini ce bouquin. Si vous avez vu le film Nomadland, sachez que j'ai pleuré autant à la fin de ce bouquin qu'à la fin du film Nomadland. Je trouve que les deux se font une bonne réponse l'un à l'autre. C'est formidable. C'est absolument formidable, faut que vous le lisiez. Que vous aimiez les récits de science-fiction ou pas, parce que j'en aime pas trop. Je suis pas très fan des récits de science-fiction, et là, c'est science-fictionnel par l'aspect où elles sont enfermées dans une cage et qu'on sait pas pourquoi. C'est formidable, lisez-le. Et je vais lire tout Jacqueline Hartmann, donc les éditeurs, dépêchez-vous de les rééditer. Tous. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les lectures qui m'ont déçue. J'en ai 5 aussi. Même chose, je vais vous le faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai lu, en vous mettant à la fin la lecture qui m'a vraiment le plus déçue. Le premier, qui est une de mes premières lectures de l'année tout court, c'est L'Outsider de Stephen King, et mon premier Stephen King ever, qui est une belle pavasse. Je l'ai lu sur les recommandations de Margarito, qui avait fait une vidéo entière sur Stephen King et qui parlait de ce bouquin-là. On est sur un fond d'Amérique trumpiste. Évidemment, on est dans une petite ville dans le milieu des États-Unis, puisque Stephen King d'ailleurs adore ça, où on découvre un corps complètement molesté d'un petit garçon dans un parc. Je vais éviter de vous décrire trop graphiquement ce qui se passe, parce que j'ai pas envie de me faire strike ou quoi que ce soit. Vous pouvez imaginer toutes les horreurs qu'on peut faire à un être humain, ça a été fait à ce petit garçon. Tout le monde dans la ville identifie un homme. Mais de manière incontestable, c'est lui. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a reconnu, c'est lui. Sauf que ce monsieur, il est pas là le jour de ce meurtre. Genre vraiment pas là. 100% pas là, il est dans une autre ville, dans une conférence avec beaucoup de ses collègues, donc ça peut pas être lui, sauf que tout le monde est formel, c'est lui. C'est sûr, c'est lui qui l'a fait. On suit donc cette enquête policière complètement rocambolesque sur un fond de trumpisme qui est très important. Que ce soit la toile de fond de ce bouquin-là, en fait, ça peut être anecdotique, mais il y a toute une ambiance du coup qui se crée avec cette volonté de justice, et de justice immédiate, parce que ça fait appel aux émotions de tout le monde, et ça fait appel à énormément de choses qu'on voit en Amérique en ce moment même, où c'est l'immédiateté,
ou que ce soit la vérité ou pas, en fait tant que la justice est rendue, ça nous va. J'ai été déçue, alors que c'est très prometteur quand je vous en parle, vraiment, même moi j'ai envie de le relire. Et en fait c'est que ça traîne tellement en longueur, c'est tellement long. La première moitié ça se lit tout seul. Il y a plein de moments où on commence à voir les incohérences avec l'enquêteur. Ce qui est bien avec Stephen King, c'est qu'en fait il prend pas son lecteur pour un débile, donc en fait quand les fausses pistes, elles sont là sous nos yeux, en fait on les voit aussi. Sauf qu'arrivé au milieu, quand il commence à se passer des choses assez importantes, en fait on part dans des énormes descriptions hyper longues d'autres choses, donc aboutiront à une résolution à la fin. Mais en fait c'est tellement long. Et pour vous dire, je me rappelle même pas vraiment de la fin. J'ai des vagues souvenirs, mais parce qu'en fait ça m'a ennuyée. Je me suis ennuyée à la fin, donc je suis un peu déçue pour ça. J'en attendais vraiment beaucoup, je pense. Après il est très gros, il allait forcément avoir des passages moins intéressants, mais en fait, c'est beaucoup trop long pour toute cette histoire et ça aurait pu être réglé beaucoup plus vite. Pour cette raison, je suis déçue. Mais je retenterai le coup avec Stephen King. Pas une porte fermée du tout. Celui-là, ça l'a pas fait. On sort des romans un instant pour parler d'essais, parce que j'en lis beaucoup, j'en ai pas présenté encore, mais j'en lis pas mal. Celui-là, c'est le film publicitaire chef-d'œuvre de Luc Chomara. Je sais même pas par où commencer. Je ne suis pas une grande fan de publicité, c'est pas un monde que j'aime du tout. Je n'aime pas forcément la publicité, même si il y en a que je trouve génial. Mais aimant les films, je peux voir un peu les analyses qu'il peut y avoir dans une publicité et les tenants et les aboutissants que ça peut engendrer. Donc le sujet m'intéressait. Et c'était hyper intéressant, l'introduction est très très cool, la première partie est très très cool. Et en fait ça commence à se gâter quand l'auteur, sur qui je ne me suis pas renseignée avant de lire le livre, qui est mon erreur, commence à faire le ouin-ouin. Mais très très fort le ouin-ouin. Il nous expose énormément de publicité, télévisuelle, audiovisuelle, ce que vous voulez. Donc j'en ai regardé beaucoup. Et doucement se figure la pente de oui, l'âge d'or c'était les années 80, maintenant c'est que du redit, on n'invente plus rien. En plus c'est plein de bons sentiments, et puis c'est woke, et puis il faut mettre des cautions, et la bien-pensance, et on est plus subversif. Très lourd. Très 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 lourd. Il y a plein de moments où j'ai noté que vraiment, monsieur, faut vraiment se détendre, péter un coup et arrêter d'être méga réac en fait. C'est surtout l'aspect réactionnaire qui m'a vraiment déplu et qui a gâché ma lecture 100%. Parce que c'était trop intéressant, j'en apprenais beaucoup. J'ai vu plein de pubs que je n'aurais pas vues. Mais du coup, avoir en fait tout cette ouin-ouintitude et cette bouderie, j'avais vraiment l'impression qu'il boudait en nous racontant tout ça. C'était vraiment, vraiment déplaisant et ça m'a vraiment gâché ma lecture. Surtout que la pub à la télé en fait prend une grande place et puis après il y a un peu d'autres pubs qui sont mais méga anecdotiques. Vraiment le bouquin est hyper inégal parce que là vous avez toute la première partie et là vous avez une autre partie sur les bandes annonces. On sait pas ce que ça fait là, vraiment mal foutu. Il y a la séquence générique qui est là aussi, on sait pas trop pourquoi, et les logos de cinéma et les fins de générique de cinéma. Je sais pas ce que ça fait là, ça n'a pas rapport avec ce que tu nous as raconté avant, et c'est pas ce qui est dans l'intro non plus, donc un peu brouillon, mais surtout très très ouin-ouin. Ce qui est vraiment très très déplaisant quand on lit un livre qui est riche déjà en utopie, âge d'or, Eldorado-esque, les années 80, et qui du coup chie à la gueule de tout ce qui s'est fait derrière, en disant que de toute façon on n'a rien fait de mieux depuis les années 80, et qu'il y aura rien de bien, et que rien n'est à sauver, et que tout est nul. Donc c'est vraiment très désagréable. Luc Chomara, j'aurais dû me renseigner avant. Je sais qu'il a écrit un autre bouquin que j'ai lu, mais que j'ai... Vraiment, je m'en suis débarrassée tout de suite après, qui était inintéressant, qui était Le Fils du professeur, que j'ai lu pour le meilleur roman point là, il y a 2 ans. Donc écoutez, il est pluridisciplinaire, mais vraiment ça, c'était très 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 dommage. Au-delà d'être décevant, c'est vraiment très 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 dommage. Revenons avec les romans, et là, une grande déception et vraiment un cœur brisé pour ma part. Je vous parle de Carcoma de Leila Martinez, que les éditions Seuil m'ont envoyé en service presse, donc je suis navrée. Vraiment, ça partait trop bien, il y avait tout pour me plaire. Déjà, la couverture est absolument sublime. Ce cœur sacré, cette typo jaune, tout me plaît. Beaucoup de gens m'en avaient parlé sur Instagram en me disant « Mais meuf, lis ça, ça a l'air d'être trop bien, tu vas trop kiffer ». On est sur une autrice hispanique, en sachant que j'ai adoré les histoires de Leila Martinez et de l'autrice de Chienne de garde qui m'échappe, donc je le mettrai quelque part. J'adore les autrices hispaniques. Elles ont un côté hyper hardcore, un peu trash, et un peu mystérieux, chimérique, onirique, tout ça qui est hyper intéressant. Et là on retrouve ça, puisque Leila Martinez nous conte donc l'histoire de 3 générations de femmes qui vivent au sein d'une même maison qui est complètement hantée. Donc on a la grand-mère qui est complètement jetée, complètement folle, la mère qui a disparu, envolée, disparue, et la fille
qui a l'air de revenir d'un petit séjour en prison. Elle a fait quelque chose qui visiblement inclut leurs voisins, on ne sait pas quoi. On a donc un récit enchâssé d'un point de vue alterné avec le point de vue de la grand-mère, le point de vue de la petite fille et le point de vue de l'arrière-grand-mère qui est donc l'ancêtre à qui appartient cette maison. Évidemment, je vous ai dit maison hantée, donc il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui se passent. C'était trop cool. Il y avait tout un sous-texte un peu féministe sans l'être, où il y a une grande sororité un peu entre ces femmes, mine de rien, avec tous ces événements très bizarres qui se passent, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je pense que le style m'a énormément lassée, et où j'ai arrêté à un tiers de la fin, parce qu'à chaque fois que j'ouvrais le bouquin, je m'endormais. Vraiment un crève-cœur, je pense que c'est vraiment le style qui m'a fatiguée. L'histoire qui avait l'air un peu de stagner au milieu, j'étais un peu... je sais pas où ça va de fou. Donc c'est vraiment plus une déception qu'une détestation de ce bouquin, parce que je le déteste pas du tout, mais vraiment je suis très 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 déçue de pas avoir accroché et de pas avoir terminé ce bouquin par ennui, en fait. C'est vraiment purement de l'ennui. Peut-être que je le reprendrai pour le finir au moins. J'aimerais quand même vraiment savoir ce qui se passe en finalité, mais bon, ça l'a pas fait. Peut-être une autre fois. Une autre déception d'un livre dont j'attendais la traduction depuis très 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 longtemps, que j'avais vu sur la chaîne de Jack Edwards, et quand la maison d'édition a annoncé la traduction, je me suis ruée dessus le jour de sa sortie. Encore une fois, pour ne pas le finir, je vous parle de Je suis fan de Sheena Patel. Donc I'm a fan, c'est à peu près la même couverture, là on est dans la collection du monde entier de chez Gallimard, et vraiment j'ai sauté de joie quand j'ai vu qu'il y avait la traduction, et que Marie Dariussec s'en est occupée, et que je connais ce nom était très familier à mon esprit. J'ai vraiment plongé la tête dedans. Et pareil, je n'ai pas pu le finir parce que j'ai été hyper déçue par le style. On suit une jeune femme qui n'est pas nommée dans une vie londonienne rythmée par son amant, qui est un homme riche qui n'est pas nommé non plus, qui, voilà, couche avec elle, profite d'elle, va dans des grands hôtels, etc. Il se passe pas grand chose entre eux, elle est complètement obsédée par lui, vraiment. Et elle devient encore plus obsédée quand il lui dit qu'il a une autre femme, et que cette autre femme, c'est une influenceuse. On suit donc une femme vraiment perturbée qui espionne cette autre femme sur Instagram, sur ses réseaux sociaux, en story, qui espionne les abonnements, qui espionne les autres gens avec qui elle est. Elle nous parle de toute sa vie à cette femme qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment la définition même de l'obsession et de la place qu'ont les réseaux sociaux dans notre vie et cette vie de spectateur qu'on peut avoir. L'héroïne de Sheena Patel, c'est vraiment tous les vices qu'on peut mettre dans une personne obsédée par la vie des autres gens. Et c'est donc un discours sur les réseaux sociaux qui est hyper intéressant. Elle a vraiment des opinions très tranchées et des avis très, très marquants, très cinglants aussi. Mais encore une fois, c'est le style qui m'a vraiment lâché. Déjà, personne n'est nommé. Son amant, son homme, son amante, l'autre femme, l'influenceuse, l'ami de l'influenceur. Vraiment, en fait, personne n'est nommé et c'est insupportable. On est dans un flot de pensée avec elle où des fois les chapitres n'avaient pas de sens. On sautait un peu du coq à l'âne. Je comprenais pas pourquoi on nous parlait de ça, alors qu'avant on nous parlait de le business de l'influenceuse, puis on a parlé de sa boutique, puis de sa déco, puis elle nous a parlé de son mec, puis on a fait des allers-retours avec elle dans l'hôtel avec son amant. Ça m'a vraiment ennuyée et ça m'a vraiment fait chier d'abandonner au milieu du bouquin. Mais parce qu'en fait, j'arrivais plus à suivre, c'était imblairable. Et je suis vraiment déçue parce que j'attendais ce bouquin depuis tellement longtemps. Vraiment très 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 longtemps. Et ça l'a pas fait. Mais c'est une réflexion intéressante à avoir sur justement cette place qu'ont les followers dans la vie des gens. Et surtout là, on l'a du point de vue de quelqu'un qui est abonné et obsédé par la vie de quelqu'un d'autre. Donc il y a plein d'avis, pas tout n'est acheté, mais je suis vraiment sur ma faim. Et je suis vraiment déçue de ce style qui m'a perdue. Le dernier livre que j'ai fini pas plus tard que tout à l'heure, c'est un bouquin dont j'ai vraiment très peu entendu parler avant sa sortie, que j'ai très vite vu passer et qui est passé un peu entre les mailles du filet, qui est un sujet intéressant puisqu'on traite dans Wanted de Philippe Claudel de Trump, Poutine et Elon Musk. On n'est pas sur les personnes que je préfère dans la vie, loin de là. C'est vraiment 3 hommes que j'exècre de tout mon cœur et de tout mon corps. Mais dans ce bouquin-là, c'est une espèce d'uchronie, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Pas vraiment. C'est une espèce de récit dystopique,
fictionnel, je sais pas trop comment décrire ce bouquin. C'est tout petit, donc ça va très très vite. On suit Elon Musk avec Donald Trump qui sont en conférence de presse face à des journalistes, j'imagine, qui parlent de Poutine. Et Elon Musk se sent pousser des ailes et dit devant toute la presse et donc devant le monde entier qu'il met un prix sur la tête de Poutine. C'est-à-dire qu'il engage une rançon d'1 milliard de dollars à la personne qui tuera Poutine et d'autres sommes annexes aux personnes qui tueront les associés de Poutine. Donc on est vraiment dans l'Amérique cowboy qui, avec de l'argent, peut faire tout ce qu'elle veut et donc justement mettre Poutine sur une affiche avec un prix sur sa tête. C'est la déclaration de guerre entre deux cow-boys. Trump, lui, est là en figure un peu lourdingue et absolument détestable, mais comme il est dans la vraie vie. Et on a Poutine, du coup, en face, qui est cet être froid, russe, très stoïque, qui ne bouge pas. S'ensuit donc toute une histoire de tueur à gages, etc. Bref. C'est pas là vraiment ce qui est intéressant. Je ne sais même pas si finalement l'histoire est si intéressante que ça, parce que ce que l'auteur a voulu faire, je pense, c'est dépeindre un portrait satirique et ironique de tous ces hommes-là, même si malheureusement, en fait, c'est des figures qui sont tellement trop que même la satire, en fait, on y croit. Et il y a plein de moments au début du bouquin où on nous décrivait des scènes, et en fait, je me demandais si c'était des vraies scènes qui étaient vraiment arrivées, parce que c'est 3 hommes, mais surtout Elon Musk et Trump, c'est vraiment 2 hommes tellement surprenants, pas dans le bon sens du terme, mais vraiment tellement écœurant que tout ce qu'ils font au début du bouquin, vraiment je peux y croire. On a toute la presse aussi qui a une place plus ou moins importante, qui fait figure un peu avec le lecteur de personnes qui essaient de les challenger et de les pousser dans leur retranchement et dans leur questionnement et dans leur conneries surtout. Mais en fait ils sont très bien dépeints, Musk particulièrement, où il y a vraiment cette envie de pouvoir et qu'avec l'argent il peut tout faire. Parce que bon, mettre la tête d'un dirigeant de la 3e puissance mondiale à prix, c'est pas, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de très très safe, mais il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir l'audace de le faire. Là où je suis quand même déçue, c'est que du coup l'histoire, je trouve qu'elle n'a pas de grand intérêt, et surtout vu le message de fin que nous fait passer l'auteur, où vraiment j'ai fini le bouquin en me disant putain, tout ça pour ça, c'est pas... En fait, ce que je vous dis n'a pas de grand intérêt si je ne spoil pas toute la fin. Est-ce que je vous spoil ? Bon, je vais pas vous spoiler, mais la fin est absolument déprimante. Vraiment, ambiance toute pourrie. En fait, je comprends pas pourquoi écrire ça si c'est pour nous faire passer un tel message autre que nous déprimer encore plus que maintenant. Dans les grandes lignes, Elon Musk a toujours eu un délire scientifique très 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 bizarre. Trump aussi. Et c'est l'empowerment encore plus de l'Amérique. Parce que ces 2 zozos sont à la tête du pays. Avec en plus l'argent et la science de leur côté. Donc c'est vraiment très déprimant. Les pseudo-analyses scientifiques, géopolitiques, tout ça derrière, c'est vraiment pas ce qui est pertinent, je trouve. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ce bouquin. Je suis très déçue. Surtout, c'est 17€. C'est super cher, je trouve, pour le petit format accès. C'est édité très gros dedans, vraiment. Donc, 17€ pour ça, vraiment pas. Surtout pour cette histoire qui n'a pas d'intérêt, je trouve. Bon, c'est ridicule au possible et je pense que c'est ce que l'auteur voulait. Mais bon, comme ils sont déjà tous ridicules, en fait, c'est super dur de caricaturer la caricature. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou... Je sais que beaucoup de gens avaient parlé de Trump quand il a été élu la première fois, où en fait c'était tellement gros qu'on pouvait même pas y croire et que n'importe qui écrivait une caricature ou une satire sociale n'aurait jamais mis Trump à la présidence. Sauf que en fait la réalité dépasse la fiction. Je ne vois pas l'intérêt de ce bouquin, je ne vois pas l'intérêt du message de ce bouquin, je n'ai vraiment pas beaucoup aimé cette histoire. Je changerais peut-être d'avis en y repensant, mais là, à chaud, en l'ayant fini il y a 4-5 heures, je suis très déçue. Je suis très très déçue et je suis contente de ne pas l'avoir payé, surtout pour 17€. Voilà, j'espère ne pas m'être éternisée trop longtemps et ne pas vous avoir perdu en route. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces bouquins, qu'on en parle, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon. Et dites-moi aussi ce que vous avez lu depuis le début de l'année, ce qui vous a marqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais j'espère ne pas vous faire un bilan, parce que ça va devenir une chaîne à bilan et ce n'est pas le but. En attendant, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux si vous voulez en voir plus.